Sex and drugs and rock and roll. Non, il n'y a pas trop de musique. Non, non, il y a peut-être un manque de filtres adéquats pour pouvoir les entendre. Il n'y a jamais trop de musique. Comme il n'y a jamais trop de livres, comme il n'y a jamais trop de films, comme il n'y a jamais trop de séries, comme il n'y a jamais trop de bandes dessinées. Il n'y a jamais trop de yeux pour regarder le monde. Il n'y a jamais trop d'oreilles pour l'écouter. Donc c'est pas, on n'est pas noyé par un trop grand nombre de productions. Par contre, à l'intérieur de celle-ci, il y a évidemment énormément de choses qui se ressemblent. Il y a énormément de succès d'année. Et en fait, c'est plutôt le principe de... il y a eu de plus en plus de chaînes de télévision et du coup, elles ont toutes fait le même programme parce qu'elles voulaient toutes être la chaîne. Okay, donc, il n'y a pas trop de musique. Il y a trop de groupes qui voudraient être le groupe. Et donc, pour ça, peut-être jouer la musique... Ces groupes ou ces musiciens, évidemment, font tous la musique, on va dire, synthétique, qui est censée incarner le type de musique que les gens aiment écouter, ce qui est l'erreur totale. Quand on écoute beaucoup de musiques différentes, on se rend compte de l'extrême relativité des catégories qui sont les catégories de l'écoutable. Et donc finalement, tout ce qu'on entend par qu'est-ce que doit être une chanson, enfin c'est les pires choses du monde ça. Voilà. Une chanson fait 3 minutes 30 normalement. Une chanson est basée sur 3 accords. Une chanson a un couplet, 2 couplets, un refrain, un couplet, un pont, 2 refrains. Voilà. Non, ça c'est pas possible. Au bout d'un moment, c'est plus possible. Il y a beaucoup de musiques qui se font encore comme ça. Celles-ci ne servent strictement à rien. Mais c'est ça qui donne l'impression qu'elles sont trop nombreuses. C'est qu'en fait, elles ne sont pas assez variées. Bien entendu. Donc, moi, je distingue toujours, en fait, dans les questions liées à l'industrie, à l'industrialisation d'un produit, dans le cas de la culture populaire, le fait d'avoir des bons producteurs, c'est-à-dire des imbéciles, ou le fait d'avoir des mauvais producteurs, c'est-à-dire des connaisseurs. Et la bonne industrie, c'est celle qui produit sans poser de questions, parce qu'elle attend une rétribution par rapport à ça. Et donc, celle-là, elle permet Elvis, les Beatles, Led Zeppelin, etc. La mauvaise, celle qui est celle des connaisseurs, Virgin Records ou tous ces trucs-là, ça par contre ne produit que du succès d'année. C'est-à-dire quelque chose qui est synthétiquement entendu comme étant écoutable et donc commercialisable. Et la même opération se passe aujourd'hui avec les séries télévisées. À partir du moment où c'est des producteurs qui décident de la nouvelle série qui va être le nouveau Lost ou le nouveau 24 heures, on se retrouve avec des séries qui sont des daubes, mais indéfinissables et qui ont en plus la prétention et qui coûtent cher. À 17 ans, j'écoutais, comme aujourd'hui, principalement Frank Zappa et Thelonious Monk. Et à la différence d'aujourd'hui, je devais écouter, à 17 ans, je devais écouter les Pixies et Nirvana. Et sinon, aujourd'hui, à côté de Frank Zappa et Thelonious Monk, je sais pas, j'écoute Secret Chiefs Free et Sun City Girls, quoi. Mais bon, sinon, il y a toujours un peu les mêmes trucs malgré tout, quoi. Voilà. Non, pas du tout. Non, je crois que ce qu'il y a eu comme nom rock à une époque a permis des choses très intéressantes. L'appellation globale rock n'a strictement aucun intérêt et en fait renvoie à un type de vie, un mode de rapport au monde, voire même à un type vestimentaire qui m'est totalement étranger. Si, bien sûr que ça m'a touché beaucoup. Mais disons que j'aime trop le rock en fait pour supporter sa caricature. Comme vous savez la phrase de Antonin Artaud, un anarchiste est un homme qui aime tellement l'ordre qu'il ne supporte pas sa caricature. Bon bah c'est pareil, quelqu'un qui... Vous comprenez. Voilà. Rien, nous ne serons pas sauvés. Non, alors, nous ne serons pas sauvés. Donc, rire, c'est pas sauver. Rire, c'est contribuer à la destruction.
Non, à un niveau individuel, peut-être, si vous voulez, oui, c'est ce qui permet de, pour moi en tout cas, c'est quand on est deux à rire des mêmes choses, c'est un type de complicité réelle. Hein. La personne qui ne rit pas vos blagues et dont vous ne riez pas des blagues, c'est pas la peine d'aller plus loin parce que ça marchera jamais. C'est même pas la peine d'insister. Donc ça, on va dire que c'est un bon critère de sélection. C'est juste insupportable de fréquenter quelqu'un qui fait des blagues que vous trouvez pourries, totalement insupportable. Et le rire en tant que tel est un très bon critère de sélection de ce qui vous semble juste. Quelqu'un avec qui vous riez, ça vous donne des forces, ça vous donne des armes. C'est bon pour aller au combat, quoi. Mais personne ne nous sauvera et c'est la guerre. C'est le disque de Zappa, Does Humor Belong in Music? C'est la question de Frank Zappa. On va dire que c'est presque la question métaphysique de Frank Zappa. Est-ce que l'humour appartient aux caractéristiques fondamentales, on va dire discriminatives de la musique? Évidemment, si Frank Zappa est mon musicien préféré, et on se doute bien que s'il pose la question, c'est que pour lui la réponse est dans la question. Donc oui, la bonne musique est une musique éminemment comique, mais le grand jazz est comique. Un morceau de Thelonious Monk a une dimension comique évidente. Ce sont des riffs qui sont drôles, qui sont tarés. Sweet Mississippi, c'est un morceau hilarant, quoi. Well You Needn't aussi, ou Peace Trophy aussi. La question se pose en fait parce que la musique classique manque énormément d'humour. On va pas nous faire croire que Mozart c'est vraiment hilarant, c'est très beau, mais quand c'est censé être drôle parce qu'il y a une espèce de fantaisie dans la musique, ça nous semble complètement étranger à la question de l'humour. Parce que malgré tout, c'est une musique qui s'adresse à des personnes avec des perruques, de la poudre sur le visage et qui font des révérences quand ils se rencontrent. Donc la dimension comique apparaît pas immédiatement. Mais la grande musique populaire a une dimension comique, humoristique intrinsèque. Dans les Beatles, la question se pose même pas. C'est une musique éminemment comique et toutes les grandes choses toutes les grandes choses contiennent toutes les qualités. Donc toutes les grandes musiques sont éminemment comiques, mais toutes les grandes comédies, du burlesque à South Park, sont des leçons de rythme, donc de musique. Aujourd'hui, je trouve beaucoup d'humour, évidemment, dans les musiques que produisent les compagnies Mimicry et Ipecac. Donc Mike Patton, et déjà avant John Zorn, et avec lui et autour de lui, les Melvins, évidemment le groupe Ween, et un groupe qui a énormément d'humour, qui est extrêmement drôle. Vous en avez un grand nombre, même des groupes qui semblent a priori plus mélancoliques, parce que déjà finalement un peu plus populaires, comme les Flaming Lips, donc plus confrontés à un état des lieux totalement désespérant, parce que plus un groupe est important, comme dans le monde de la célébrité, plus le monde qui l'entoure devient médiocre. Donc le monde des Flaming Lips est un peu plus médiocre que celui de Ween. mais malgré tout, il y a de l'humour dans les Flaming Lips, par exemple. Oui, bien sûr. Non, je dis juste qu'on a vu apparaître des séries vraiment merdiques depuis 2 ans. Mais ça va. Le rock, ça a commencé à merder en 73-74. Il y a quand même plus de la moitié de ma discothèque qui suit, quoi. Donc non, ça va, j'ai pas perdu espoir du tout. Non. Mais enfin, comment dire, la question n'est pas de perdre espoir d'ailleurs, puisque l'espoir c'est bon pour les ânes qui doivent avancer ou les animaux qu'on emmène à l'abattoir, non? Donc il n'y a pas à avoir d'espoir ou pas d'espoir. Il y a des très bonnes séries aujourd'hui, donc demain on verra, quoi.